mais aussi la solidarité et l'équité. Un troisième tour de force auquel voudrait s'attaquer le PCE, c'est de concilier la préservation de l'environnement avec la garantie d'une gestion durable des ressources naturelles. Autrement dit, comment est-ce que vous pouvez faire des omelettes sans casser les œufs? Est-ce que cela est possible? Si vous réussissez à faire cela, ce sera vraiment un tour de force. Il va falloir que le Sénégal s'attelle à aller vers l'industrialisation adossée à l'agriculture, ou l'agriculture adossée à l'industrialisation, des mines, etc., mais tout en gardant l'environnement, la sécurité. Eh bien, vous me direz bien que, vous qui connaissez la mythologie grecque, l'archange Saint-Michel attaquant Apollo ne ferait pas un tour de force plus extraordinaire que si le PCE réalisait ses objectifs. Ça, c'est clair. Alors, je disais que pour faire ça, il va falloir mettre le pied quelque part. Vous ne pouvez pas le mettre, vous ne pouvez pas le faire en ayant les pieds en l'air ou dans un vacuum. Il y a des atouts et des opportunités qui existent, qu'il va falloir exploiter et mettre à contribution. Parmi ces atouts et opportunités, il y a certainement la stabilité politique et la solidité des institutions. Nous avons tous été vraiment surpris par ce qui s'est passé hier dans un pays que vous connaissez. Et d'ailleurs, c'est une bonne chose qu'au début de ces séances-là, le coordonnateur nous ait demandé d'observer une minute de silence parce que nous compatissons à ces choses-là. Bien, la politique, la stabilité politique et la solidité de nos institutions constituent certainement un socle important et il ne faut pas le négliger. La viabilité du cadre macroéconomique, je vais laisser ça aux macroéconomistes et aux économistes qui sont ici d'en débattre. Mais le potentiel démographique, surtout la population jeune, c'est important à souligner. Si nous sommes ici aujourd'hui, si nous participons aujourd'hui, c'est parce que nous avons foi en l'avenir. Et l'avenir ne peut pas être sans notre population jeune. C'est parce que nous avons une population jeune qu'il est permis de rêver un lendemain meilleur, jusqu'en 2035. Le fort potentiel des ressources agricoles et hydro-agricoles en est un autre atout, tant et si bien qu'il puisse être adossé à une industrialisation conséquente et endogène. Et ça va se faire. Il y a un autre atout qui concerne notre appartenance à un ensemble de traités ou d'ensembles régionaux, sous-régionaux. On appelle l'UA, CEDEAO, OUA, UEMOA, etc. C'est un ensemble d'instruments finalement régionaux qui, si vous savez les exploiter, peut permettre à un pays d'avoir une potentialité énorme pour son développement socio-économique. On poursuivra avec l'urbanisation, non pas parce que ça apporte des inondations, ça c'est vrai, c'est un versant, mais l'autre versant, c'est qu'avec l'urbanisation, la demande de logement, de biens, de consommation, de services et de possibilités, ça donne la possibilité, en termes de services, en termes de produits et en termes de construction tangible pour répondre à ces besoins-là. Et donc, ça fouette l'émergence. Le secteur minier sous-exploité et qui représente de réelles potentialités, c'est un autre atout, une autre opportunité. Vous avez qu'à voir ce qui se passe dans les régions du sud et du sud-est pour comprendre que le Sénégal est un pays riche en sous-sol. Il suffit de savoir comment exploiter cela et non pas laisser ça entre les mains
de partenaires extérieurs qui ont peu de soucis pour notre propre développement, car ça entraînerait notre perte de décision. Au lieu de cela, la position géographique du pays, c'est une position stratégique. Entre le nord et le sud, l'est et l'ouest, le Sénégal constitue le carrefour, avec des potentiels de plateformes régionales dans les services que vous connaissez bien, la santé, l'éducation et les finances. Nous élaborerons cela si on a le temps, mais vous savez déjà que le Sénégal a toujours été le carrefour de ces services-là et continuera de l'être. Le capital image, avec un rayonnement international, n'est pas des moindres. Récemment seulement, nous avons été admis comme membres non permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est déjà une image très importante. Alors, la matière grise. Vous savez qu'il est connu du Sénégal. Vous allez dans les Nations Unies, vous allez dans les sphères internationales, partout. Les gens s'étonnent, mais comment se fait-il qu'il y ait des Sénégalais à la tête de telle organisation, à la tête de telle organisation, à la tête de ceci et de cela? Comment se fait-il que ce soit le Sénégalais qui est responsable de ceci, de cela? Comment se fait-il que quelqu'un qui est presque invisible devienne le directeur des programmes mondiaux en santé de la mère, de l'enfant et du nouveau-né, que j'étais pendant 15 ans? Alors, tout le monde se savait que le Sénégal n'a peut-être pas de pétrole, mais le Sénégal a la matière grise. Et cette matière grise-là est importante. Alors, cela, il ne faut pas le minimiser. Parmi ces matières grises, nous tous qui sommes ici dans cette salle, la diaspora. Parce que vous savez que la diaspora, et on le dit souvent, même hier, vous avez écouté la réunion de Mantes et tout ça, là, la matière grise constituée par la diaspora, ce que la diaspora rapporte dans le pays, c'est 10 fois plus que l'aide que ces pays dits OCDE, riches, etc., là, nous donnent. Il a été estimé que la diaspora à elle se rapportait minimum par an 80 milliards. Aucun pays, à ce jour, y compris d'ailleurs les banques, n'a donné une aide aussi substantielle. Les pays de l'OCDE s'étaient engagés pour donner combien? 1% de leur PIB en aide. À part quelques pays scandinaves, vous me direz si vous avez vu un pays qui a réalisé cet objectif. Ils sont rares. Et donc, il ne faudrait pas se méprendre. Nous avons des atouts et des opportunités. Malheureusement, ce n'est pas tout. Je ne vois plus la présentation. Ici peut-être. Voilà, ce n'est pas tout. Il y a les entraves. Les entraves à la réalisation du PCE. S'il n'y avait pas d'entrave, je suis sûr que la vie serait tout à fait belle. Malheureusement. Malgré toutes les opportunités, nos bonnes volontés et les tours de force, il y a des entraves qui sont là, têtues, et qui vont, d'une certaine façon, minimiser la capacité d'implantation et de mise en œuvre du PCE. Ceci est une photo qui est un peu floue, mais je suis sûr que vous reconnaissez une classe. Et je ne suis pas sûr que beaucoup d'entre vous se reconnaissent ici. En tout cas, votre fidèle serviteur était dans cette classe. C'est pour vous dire que, malgré tout, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, parmi les entraves, il y a les entraves d'ordre environnemental. C'est la dépendance de l'extérieur. Je ne dis pas que nous sommes allés jusqu'au niveau de perte du pouvoir de décision. Non, on n'en arrivera jamais là, avec le PCE surtout. Mais
Nous sommes d'accord que notre pays est encore vulnérable aux chocs externes, par exemple, aux variations du prix du pétrole, variations du prix des denrées alimentaires, la baisse des transferts des migrants, etc., etc., etc. Donc il y a que, oui, nous avons des atouts, des opportunités, mais il y a que jusqu'à présent, pour bien des choses, nous dépendons encore de l'extérieur. Ou alors, nous dépendons de notre collaboration et de notre partenariat avec l'extérieur. C'est beaucoup plus clair comme ça. En plus de cette dépendance extérieure, il y a une dépendance de certaines conditions qui sont aléatoires. Ça expose le pays et le rend vulnérable au déficit, par exemple, pluviométrique. Incertain. Si chaque fois l'agriculture dépend de la pluviométrie, eh bien, l'année où il n'y a pas de pluviométrie suffisante, il n'y aura pas de récolte suffisante. Conséquence, ce que nous produisons intérieurement, nous allons l'utiliser pour acheter chez les autres de quoi manger, de quoi se vêtir, de quoi se soigner, etc. Si bien que cette vulnérabilité peut être même rendue encore plus ardue par les cycles acridiens. Vous savez très bien que vous pouvez cultiver le champ très bien, il pleut très bien, mais s'il y a un cycle acridien qui tombe dessus, c'est terminé. La variation des productions de certaines de nos industries de base. Je ne me fais pas bien entendre, mais je sais que tout le monde comprend ici que des industries telles que les ICS, les huileries, et que sais-je encore, d'autres qui fabriquent la farine, le sucre et tout ça, si ces industries arrivaient à se stopper, eh bien ce serait une grande vulnérabilité pour le pays, parce qu'il va falloir suppléer à leur déficience. Ce sont des chèques internes. D'autres entraves sont constituées par l'érosion des valeurs culturelles, de travail, de la responsabilité, de la citoyenneté et de la solidarité. Vraiment, il faut qu'on ose se le dire entre nous. J'ai vu un ancien qui m'a approché et qui m'a demandé quand est-ce que l'indépendance va finir. Je lui ai dit, mais pourquoi l'indépendance va finir? Il dit non, mais parce que au temps où on accédait à l'indépendance, il y avait des valeurs qui sont aujourd'hui perdues. Et je lui ai dit, quelles sont ces valeurs-là dont tu penses que c'est perdu? Il m'a dit par exemple la valeur de la citoyenneté. Ça n'existe plus. Ah bon? Ah non, non, ça n'existe plus. Vous ne voyez pas ça? Il dit non, moi je n'ai pas vu ça. Oui, c'est parce que vous êtes de la jeune génération. Il dit alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut ramener le pays sur les valeurs du travail, la citoyenneté, la responsabilité. Si vous ne faites pas ça, le PCE n'ira nulle part. Nous en tiendrons compte dans les discussions. Il y a des entraves d'ordre politique. Je ne vais pas insister beaucoup. L'inadéquation, formation, besoin, économie, ça c'est chanté sur tous les toits, il n'y a pas besoin de crier. Les inégalités sociales ainsi que la disparité territoriale, non plus, on ne va pas crier. Tout le monde sait que du mois de, disons, mai, jusqu'au mois de novembre, si vous voulez aller à Fongolimbe, à Salemata, je me demande combien de vous connaissez d'ailleurs ces endroits-là, et impossible, vous ne pouvez pas aller là-bas. Il n'y a pas de route. Vous pouvez circuler dans Dakar, autoroute, tout ça là, c'est bon. Tunnel, par-ci, bon, très bien là. Mais quand on vous dit aller à Fongolimbi, aller à Salemata, aller à Bandefessi, c'est pas possible. Dieu la colonne, tout ça là, non, terminé. Il n'y a pas de route. Donc, il faut qu'il y ait il faut que, d'une certaine manière, on arrive à aussi gérer ce problème de disparité régionale et de disparité sociale. L'autre chose, c'est la production d'énergie. Tout le monde en parle, tout le monde en parle. J'espère qu'il y aura bientôt une politique de l'énergie. Mais vous savez tous que dans nos pays, l'énergie
qui est utilisé pour la production est inférieur à 5%. Les 75% de l'énergie que nous produisons dans nos pays, la plupart des pays développés, c'est pour l'usage familial, l'usage domestique, l'usage, etc. En tout cas, ce n'est pas la production. Or, pour qu'un pays se développe, il faut accepter que l'énergie qui doit être produite à 75% doit être utilisée pour la production, pas pour le domestique. Alors nous, on fait l'inverse. Vous allez me dire comment est-ce qu'on pourrait en venir à une meilleure utilisation de cette énergie, si cette énergie existait. Toujours sur le plan des entraves, il y a des entraves d'origine administrative. Je n'aime pas le mot administratif, j'ai mis des entraves de l'administration. L'administrative veut dire que peut-être vous participez, il y a quelque chose que les populations... Non, il n'y a pas ça. C'est l'administration telle qu'elle pose problème. Et ça a été décrié sur tous les fronts. Par exemple, vous êtes tous d'accord avec moi, que si vous allez chercher un papier quelque part là-bas pour faire votre terrain ou votre jardin, ça va vous prendre au moins 2 jours, 3 jours. Les lenteurs et les lourdeurs sont encore là. Il y a les faiblesses de la productivité des investissements publics, surtout dans les secteurs primaires et secondaires, qui n'est que de l'ordre de 1,5%, ce qui est très, très faible. Là, on s'attend à ce qu'il y ait 45% de production. Si on se retrouve avec 1,5%, vous allez nous dire que ça, c'est presque impossible. Le poids du secteur informel, vous le savez tous. Le secteur informel a presque phagocyté l'ensemble des autres structures. Et ça, c'est un impair très sérieux à la transformation structurelle de notre économie. Je ne vais pas insister sur le déficit en infrastructure, l'enclavement interne, l'absence d'interconnexion, les technologies de l'information, de la communication. M. Bandé vient d'en parler avec notre site qui est là. Malheureusement, nous, ça va nous résoudre notre problème. Mais c'est un problème très sérieux parce que la communication, c'est un important élément pour la mise en œuvre et la réussite du PC. Alors, faut-il s'arrêter là? Oui, parce qu'on en arrive à une contrainte qui nous intéresse le plus. C'est le brain drain, la fuite des cerveaux, le brain down. Voilà. Et ça entraîne le brain dry, c'est-à-dire que la matière grise, il n'y en a pas. Soit que la matière grise est partie d'elle-même à la recherche d'un pâturage, soit qu'il y a eu le poaching. Vous savez, la plupart, et ça je suis bien placé pour en parler, j'ai dirigé un programme où j'ai employé dans chaque pays pas moins de 60 individus, 50-60. Et vous savez où est-ce que j'ai pris ces gens-là? Dans le pays même. Là. Et ça, ce n'est que dans le secteur de la santé, des affaires sociales, de l'éducation. À peu près. À peu près. Alors, le poaching, c'est que ce sont des programmes qui vont venir, qui vont happer ces ressources-là. Et ils ne vont pas happer n'importe qui. Ils vont choisir les matières grises, ceux qui sont capables, bien formés, talentueux, expérimentés. Là. Alors, on va les prendre, on va les mettre dans les programmes. Et le jour où votre serviteur a dit au cours d'une conférence des Nations Unies que si les Nations Unies étaient prêtes à aider les pays pauvres, une des choses qu'elles devraient faire, ces Nations Unies, c'est de ramener toutes ces ressources grises-là, ces têtes-là, ces personnes, les ramener dans les pays, même si ce n'est pas votre pays. Si moi on m'amène au Mali, ce n'est pas grave, mais qu'on me paye simplement les indemnités qu'on me paye en tant que fonctionnaire international. Sans le salaire, je laisse tomber.
J'ai dit, si vous faites ça, vous allez voir que les pays